Chères étudiantes, chers étudiants, je voudrais vous parler, lors de cette séance, de quelques aspects de la culture africaine subsaharienne. Mais avant cela, je voudrais vous parler brièvement des différentes et principales étapes hein, par lesquelles est passée l'histoire de l'Afrique depuis le XVe siècle. Et je dirais que la première étape, c'est celle qu'on appelle la période de découverte et d'amitié, entre guillemets, entre les explorateurs, entre explorateurs et exploités, au XVe siècle. Le 9 décembre 1490, le roi portugais Jean II envoie une expédition missionnaire au royaume du Congo. Elle est composée de missionnaires, de prêtres séculiers, de moines franciscains et de soldats armés. Le 3 mai 1491, Nzinga Nkou est baptisé sous le nom portugais de Joé Ier et sa femme le sera le 4 juin sous le nom de Léonore qui était le prénom de la reine portugaise. Alors toutes ces dates, tous ces événements, si vous voulez plus de détails, plus d'informations, vous pouvez faire une recherche et vous les trouverez facilement. La même année, le nouveau chef de l'expédition, Luis da Souza, remet à Joé Ier une bannière et lui accorde une aide militaire contre son peuple. Voilà, déjà, bon là, les prémices justement de cette volonté, de ce désir d'exploiter la population africaine et de semer des scissions à l'intérieur justement des peuples africains. Les missionnaires déclarent au roi que par ce signe salutaire, les armées avaient vaincu les ennemis supérieurs. La croix justifie la croisade contre les rebelles qui sont aussi et qui étaient considérés comme des païens. Donc on voit bien ici, comme je vous l'ai déjà dit lors de séances précédentes, le pouvoir justement le pouvoir de la religion dans l'exploitation et dans l'expansion coloniale. Bien. La deuxième étape, c'est celle de la traite des nègres et de l'esclavage. Le XVe siècle, comme on le sait tous, marque un tournant majeur de l'expansionnisme européen. Les Européens sont allés chercher la richesse du côté de l'Amérique et de l'Afrique, mais évidemment par leur désir, mais par leur désir d'assouvir leurs besoins, leurs besoins et de réaliser leurs vœux justement d'expansion et de conquête de nouveaux territoires. Après avoir exterminé au nom du bon Dieu, et ça, il y a beaucoup d'ironie dans cette phrase, exterminer au nom du bon Dieu les civilisations dites méchantes, je mets méchantes entre guillemets, il fallait passer du côté de l'Amérique pour y perpétrer un autre génocide. Et on ne voyait dans le noir particulièrement qu'un producteur de café et du coton. La troisième étape est celle de la colonisation. Une question, on peut poser une question justement où tout le monde peut la poser, une question qui s'impose en disant pourquoi les Noirs, grands voyageurs à travers le continent, n'ont-ils jamais songé à aller coloniser des pays étrangers? C'est une question légitime. Et à cette question, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ce qui est intéressant, c'est la réponse d'un professeur universitaire, un professeur à l'Université du Québec, c'est Émile Mbami Amusanda, qui répond de la façon suivante. Pardon. Puisque le noir, dans sa virginité, ne souffre pas de délire, de grandeur, de soif démesurée, du matérialisme, d'obsession à l'homicide, sa valeur primordiale est de nature humaine et fraternelle. Il préfère la coopération à la compétition,
la construction dans le respect mutuel à la destruction et le génocide des peuples. Fin de citation. On voit bien là la différence justement de perspective et la différence d'intention entre l'homme occidental et l'homme africain. L'homme africain préfère rester dans son territoire et faire valoir les valeurs d'équité, de fraternité, les valeurs humaines universellement connues. Le 15 novembre 1885, Bismarck préside à Berlin le congrès du partage de l'Afrique. 14 nations y participent. En 1900, 90% du continent noir était colonisé. Et l'Occident, par la force des choses, devient en fait hein, le maître des matières premières, des terres agricoles, des mines et d'une main-d'œuvre excessivement exploitée. Le colonisé est traumatisé et il est victime de répression, de dépréciation et de déshumanisation. Et il fallait devenir le bon nègre, je mets bon nègre entre guillemets, le nègre souriant, riant, qui amuse le blanc, et tout cela on le retrouve justement dans la quasi-totalité des romans africains subsahariens francophones. Le nègre qui obéit et qui répond et qui doit, disons, répondre par oui monsieur. C'est dans cette perspective que David Diop s'écrit, je cite, « Souffre, pauvre nègre, le fouet siffle sur ton dos de sueur et de sang. Souffre, pauvre nègre. » Ce qui régnait, en fait, c'était le travail forcé. La quatrième étape est celle du racisme, ce qu'on appelle le racisme en petit noir. Et il y a eu des répressions policières, des lynchages, des ghettos comme on en a vu en Afrique du Sud. Des millions de nègres ont été exploités. Et le racisme justement anti-noir, c'est toujours présenté comme un scandale, hein, un scandale de l'histoire humaine moderne. C'est pour cette raison que le 30 juin 1960, Patrice Lumumba rappelle au roi de Belgique, je le cite, « Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes roulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. » Fin de citation. Malheureusement, les choses n'ont guère changé, ou n'ont changé que partiellement, avec les indépendances politiques dans certains pays africains. Parce que justement, la colonisation européenne a été relayée par la dictature, hein, avec l'installation sur la scène politique africaine de régimes dictatoriaux et qui se sont toujours présentés comme beaucoup plus féroces que la colonisation étrangère. Donc la cinquième étape, en fait, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et on continue de voir justement ce néocolonialisme en Afrique avec justement une exploitation d'un nouveau genre. On cache derrière des termes comme coopération, aide au développement, fraternité, partage, etc. Et l'occidental a inventé, disons, d'autres méthodes beaucoup plus discrètes et beaucoup plus pernicieuses pour exploiter les terres africaines. Voilà, donc c'est la cinquième et la dernière étape de cette histoire, en fait, douloureuse et malheureuse de l'Afrique. Et je dirais que l'Afrique, pour récapituler un peu, a connu la domination sur tous les plans. Domination impérialiste, financière, industrielle, etc. Bon, derrière des prétextes socioculturels,
Derrière, alors se cache un processus d'exploitation avec la propagande politique, la publicité, les centres culturels, etc., etc. Et puis, il y a eu le partage colonial. Le colonisateur a procédé, entre autres, au démembrement de la structure politique, de la structure sociale et de la structure familiale africaine. Et c'est cela ce qui était dangereux en Afrique. Je vais vous donner un seul exemple de ce démembrement politique. Voilà, l'ancien royaume du Congo, par exemple, a donné naissance au Congo-Brazzaville et au Congo démocratique. C'est-à-dire qu'on parlait justement d'un seul pays, hein, qui s'étendait sur d'immenses territoires, et puis ce territoire était scindé en deux, hein. Et c'est ce qu'ils ont fait avec d'autres pays. Ils continuent de faire, ou ils ont l'intention de le faire aussi en Afrique. Ce sont des projets diaboliques de démembrement, comme je dis, et disons, de, de disons, de partage des biens, hein. On assiste à la dégradation, hein, on assiste à la dégradation par dépolitisation, et puis surtout à une sorte d'incompatibilité entre deux systèmes, entre deux conceptions du pouvoir, hein, entre deux conceptions du pouvoir, une conception occidentale et une conception africaine. Il y va de même justement pour la famille, hein, pour la famille. La famille africaine a été réduite à la famille nucléaire. Elle était justement une famille étendue euh, qui réunissait plusieurs personnes, des membres d'une même famille, euh, pour se voir par la suite réduite à ce qu'on appelle la famille nucléaire. La polygamie est brutalement attaquée, hein. Les liens de parenté ont perdu leur chaleur, ont perdu leur sens. Euh, alors, et il a fallu attendre les indépendances. Bon, il a fallu attendre les indépendances, oui, pour que certaines bonnes volontés apparaissent, bien évidemment, de la part des Européens, parce qu'on ne peut pas nier aussi l'apport, justement, de certains penseurs occidentaux, certains apports dans le domaine de la réhabilitation de la culture africaine. L'apport des ethnologues, par exemple, a été euh, malgré tout bénéfique, hein. Nous citons, de grands savants ont fait de leur mieux pour que naisse ou renaisse le patrimoine culturel africain. Je pense particulièrement à Léo Frobenius dans son livre L'histoire de la civilisation africaine, ou celui de Delafosse, de Maurice Delafosse, intitulé Le Nègre. Bon, ces livres essaient de revaloriser la culture africaine. Puis les Européens commençaient à écrire, déjà à la fin du 19e siècle, à écrire euh, sur l'Afrique, mais aussi à écrire des préfaces pour des œuvres africaines. Et il était temps de laisser les Africains s'exprimer. Et je vais vous citer un exemple de préface écrite pour des romans africains. C'est la préface écrite par Robert de la Vignette au roman d'Ousmane Sosé intitulé Karim. Et voilà euh, ce que dit de la Vignette dans cette préface. Karim et ses compagnons sont d'authentiques Wolofs, fiers et généreux, aimant le faste et les sentiments nobles et les actions héroïques. Mais les Blancs sont venus et l'Afrique a changé. Karim et ses amis ne peuvent pas vivre comme leurs ancêtres. Et de la vignette, fin de citation, et de la vignette, en fait, met l'accent sur les valeurs, hein, propres au peuple noir, par exemple le sens de la politesse, l'hospitalité, l'honneur, la sagesse, etc., etc. Euh, et il ne s'agit pas, en définitive, d'appauvrir l'humanité en gommant une des composantes majeures justement de la culture universelle, à savoir la composante africaine. Un autre exemple, l'anthropologie
de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor a inspiré à Sartre un texte sublime, véritable poème en prose, Orphée noir. Alors, grâce à l'apport des scientifiques, des ethnologues, des anthropologues, grâce aussi aux revues, parce qu'il y avait des revues telles que Légitime Défense, L'Étudiant Noir et Présence africaine, le nombre de poètes, de romanciers et de dramaturges s'est considérablement multiplié. Bien. Maintenant, on va parler de la culture, comme je vous l'ai dit, de quelques traits de la culture africaine. Et je rappelle que le romancier africain en général exalte les valeurs ancestrales. Les valeurs, et il les met, il les réhabilite en faisant revivre le temps des épopées, par exemple, en s'attachant à évoquer les figures de l'Afrique ancienne. Et l'évocation de cette Afrique ancienne montre à quel point justement l'Afrique a en fait se ressource à une culture très très riche. Alors je vais vous parler de l'un des aspects culturels justement de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Les ethnologues ont été amenés à distinguer trois types d'initiation. Initiations qui font entrer les jeunes gens dans la catégorie d'adultes. Ce qu'on appelle les initiations tribales. Et puis celles qui ouvrent l'accès à des sociétés secrètes ou à des confréries fermées, ce qu'on appelle des initiations religieuses. Et celles qui font accéder à la possession de pouvoirs surnaturels, ce qu'on appelle les initiations magiques. Et cette initiation, ou l'initiation en général, se fait dans la douleur. C'est-à-dire ce n'est qu'au prix de dures épreuves qu'on vit l'initiation, qui marque une étape essentielle dans la vie de l'homme, avant bien évidemment de passer à l'âge adulte. Et les rites justement de cette initiation sont respectés. Et derrière tous ces rites, il y a justement une assurance de sécurité et de pérennité des institutions. Et je rappelle là que justement l'Africain considère l'univers comme un tout. Le considère comme un tout et il n'y a pas, pardon, il n'y a pas justement de division, il n'y a pas de division dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la symbolique primaire du lien. Du lien qui unit en fait toutes les composantes du cosmos. Alors c'est ainsi que lui, Vincent Thomas, souligne, je le cite, « Envisagé sociologiquement, l'initiation nous apparaît comme un fait social total. Le politique, l'économique, le culturel, le ludique, étroitement connectés, rejoignent le sacré. Et existentiellement, elle est un drame à la fois individuel et collectif par le biais duquel le groupe transcende les méfaits des mutations qu'impose l'insertion dans la durée et fixe les statuts et les rôles de ses divers membres. Il s'agira, pour reprendre l'expression de Turner, d'un rituel de life crisis. Intellectuellement, elle se définit comme un jeu de symboles fondé sur les vérités archétypales du mythe récit, c'est-à-dire comme un imaginal. Enfin, métaphysiquement, elle devient une dimension privilégiée du sacré, laquelle, sous les formes les plus hautes, peut favoriser l'union avec Dieu, expression suprême de l'unité ontologique. Fin de citation. Bien. Donc vous voyez que le monde visible et le monde invisible s'interpénètrent et il n'y a pas justement de distinction justement entre ce qui est horizontal et ce qui est vertical. D'accord? Bien. Et puis, il y a un univers, l'univers est considéré comme imbrication. Ça, c'est très très important. L'univers est considéré comme une imbrication et non comme étagement. Et on est là dans
ce qu'on appelle le principe d'unité. Et chaque élément est l'image de la totalité. Hein. Chaque élément est l'image. Vous avez une totalité, vous avez un cosmos, et chaque élément a sa place justement dans cette totalité. Donc on parle d'imbrication et non pas d'étagement, c'est-à-dire non pas de juxtaposition et de superposition. Bien. Alors, à la suite de Mircea Eliade, nous pouvons distinguer trois grandes catégories d'initiation. Alors, la première regroupe tous les rituels collectifs par lesquels le passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte s'effectue. Ces rituels sont obligatoires. Alors, on parle de rites de puberté, entre guillemets, d'initiation tribale, d'initiation de classe d'âge. Bien. La deuxième catégorie d'initiation va comprendre toutes les espèces de rites d'entrée dans une société secrète ou dans ce qu'on appelle des confréries. Évidemment, ces sociétés elles sont gérées par des initiés. Elles sont réservées, bien évidemment, sont réservées la gestion de ces sociétés secrètes sont réservées à des initiés, à des spécialistes en la matière. Et je tiens à préciser que la majorité des confréries sont masculines. Et il existe aussi des sociétés secrètes féminines, mais elles sont très peu nombreuses. Et enfin, vous avez la troisième catégorie d'initiation, et celle caractérisée par ce qu'on pourrait appeler la vocation mystique, hein, entre guillemets. Là, nous avons justement une importance accordée à l'expérience personnelle. Et justement, les candidats, en fait, aux épreuves justement d'initiation doivent justement doivent accepter justement les règles de cette initiation et doivent obéir justement à ces initiations en tant qu'expérience religieuse. Hein? Ainsi, et là je cite Louis-Vincent Thomas, le rite dans son livre La terre africaine et ses religions, le rite initiatique est un ensemble complexe de techniques visant à humaniser, culturaliser et socialiser l'être humain par le biais de la connaissance libératrice et des épreuves bienfaisantes afin de l'orienter vers ses responsabilités d'adulte, de spécifier son statut et ses rôles qu'un tel passage ne manque pas de provoquer. Sécuriser. Il permet, le cas échéant, aux sujets qui le subissent d'accéder aux formes les plus hautes de la spiritualité créatrice. Alors, par ailleurs, fin de citation, par ailleurs, le rite initiatique comporte de façon, alors toujours, et là je cite le livre de Théus, naître et mourir dans le rituel Luba, une mise à mort symbolique le rite initiatique comporte une mise à mort symbolique suivie d'une renaissance, mais un symbole exprime en tout cas ce passage vie-mort-vie, joué rituellement. La réclusion en brousse est un enterrement, interdiction des soins corporels, repas élémentaires. Chez les Louba du Zaïre, le lieu de l'opération se nomme pas Mafouilou, c'est-à-dire en traduction littérale, le lieu où l'on meurt. Il y a une mort symbolique, évidemment. L'initié porte un masque, katotosi, qui l'assimile à un revenant. La circoncision elle-même évoque la mort. Fin de citation. Alors maintenant, les étapes de l'initiation en Afrique. Nous avons d'abord la naissance. Et la naissance, bien évidemment, la naissance d'un enfant n'intéresse pas uniquement le couple, mais
elle intéresse tout le village. C'est la preuve justement que la femme est fertile et que la femme en procréant répond justement à un besoin, celui de pérenniser en fait la race et de pérenniser l'ancêtre justement. Inversement, le couple stérile est rejeté par le groupe. Il est détesté par les dieux et les hommes. La femme stérile est exclue. Alors, je vais vous donner une citation tirée du livre de Jean Matiba, Cette Afrique-là, et qui parle justement de la stérilité de la femme. Je cite, je commence la citation. Ma mère dut attendre 10 ans avant de me concevoir. On la disait stérile. C'était à l'époque une honte. C'était à l'époque une honte qu'un ménage sans enfant, vous étiez méprisé. Nulle considération puisque votre lignée allait s'éteindre. La femme était la plus à craindre, afin de citation. Et alors, les cérémonies, accompagnant la naissance permettent d'intégrer l'enfant au monde des dieux et des hommes. Il s'agit des hommes, et il s'agit de faciliter une meilleure insertion de l'individu au sein de la collectivité. Au bout de 9 jours, l'enfant sort pour la première fois de sa case. Voilà ce qu'on lit dans Le Fils du fétiche de David Ananou. Pour la première fois, il allait prendre contact avec le monde extérieur et jouer son rôle dans le grand drame de la vie. Fin de citation. L'enfant est rattaché aux ancêtres et il fait partie d'un clan. Alors la deuxième étape, c'est l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fusion de l'individu dans la collectivité. Et l'éducation n'est pas uniquement l'affaire d'une seule personne, elle est l'affaire du groupe. Comme d'ailleurs, l'affaire du groupe, comme d'ailleurs la figure maternelle. En Afrique, il y a ce qu'on appelle une démultiplication des figures maternelles. C'est-à-dire que l'enfant est pris en charge par plusieurs personnes, est pris en charge par plusieurs femmes. Il y a la grand-mère, la tante maternelle, la tante paternelle, la grande sœur, etc., etc. Pardon. De la naissance à l'apparition des dents, à l'âge de 5-6 ans, l'enfant est protégé par sa mère. À 5-6 ans commence la vraie initiation qui permet ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais la première enfance est confiée à la mère. C'est elle qui permet à l'enfant de se familiariser avec l'univers, avec le cosmos à travers les chaleurs, etc., etc. Voilà ce que prodigue sa mère à Matiba dans cette Afrique-là. Je cite. « Marche comme un coq, vole comme un passereau, saute comme un cabri, court comme un lièvre et rugit comme un lion. » Fin de citation. Bien. À partir de 6 ans, l'enfant est confié aux hommes. Alors, l'enfant comporte en lui le sens de la vie et il est confié aux hommes, donc on prépare le passage justement à l'âge adulte. Et ce passage est conditionné par justement une épreuve, par l'épreuve de la circoncision. L'entrée à l'âge adulte représente une affirmation de l'identité ethnique, justement. Alors, c'est à partir de là que l'enfant découvre la différence de sexe. Cela est consacré par l'épreuve de circoncision. L'ethnographe Arnold van Gennep, dans son ouvrage de 1909, Les rites de passage, décrit divers rites d'initiation présents dans de nombreux rituels de circoncision. Ces rituels comportent 3 étapes: la séparation du reste de la société,
une période durant laquelle le néophyte subit sa transformation, et enfin, la réintégration dans la société dans un nouveau rôle social. Bien. La circoncision est primordiale pour la famille. C'est l'occasion de reproduire ses relations sociales avec le voisin. Avec le voisin, mais avec l'entourage de manière générale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, et le fait que le garçon, euh, une fois circoncis, alors le garçon est entre une fois circoncis dans le monde des adultes. Hein. Il est un mâle avec un A avec un accent circonflexe. Et c'est aussitôt après l'initiation que garçons et filles, chez les Dogons par exemple, doivent porter le cache-sexe et doivent cesser de jouer avec leurs organes génitaux. Alors, avant l'initiation, l'être humain possède quatre éléments spirituels. Deux âmes, ou aspects, c'est ce qu'on appelle en Afrique ni, ou aspect inconscient de la personne, et deux doubles, dia, principe de la volonté et de l'intelligence. Une âme et un double logent dans le prépuce et dans le clitoris pour la fille, ou plus exactement un ni principe femelle et un dia principe mâle résidant dans le prépuce. Un ni principe mâle et un dia principe femelle dans le clitoris. Bon, cela nous rappelle bien évidemment la notion d'androgynie. Et justement, cette notion cette androgynie est évacuée en fait par l'initiation et après la circoncision. Et pour la femme, après l'excision. Alors, ainsi la vision du monde des Africains et leur système de valeurs ne s'inscrivent pas dans le couple ou le binôme ou, mais dans le binôme et. C'est telle chose et ceci et cela. Hein, et non pas ceci ou cela. C'est ce principe d'unité, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on considère que l'univers est un tout et l'homme fait partie, n'est qu'une partie, justement, de cet univers. Alors, et le corps, bien évidemment, le corps et l'âme ne sont pas, justement, dissociés. Ils s'inscrivent dans une vision unitaire et dynamique. Alors, bon, là, j'ai pas le temps de vous parler du rôle du père et de la mère, ce sera pour une autre fois, mais du mariage aussi, et on aura l'occasion de parler aussi de la conception du monde chez les négros africains. Voilà, pour résumer, je voudrais vous dire combien justement cette culture africaine est riche et combien elle doit être réhabilitée et on doit redorer le blason, comme on dit, de cette culture qui est une culture universelle, en dépit des tentatives des uns et des autres de la marginaliser. Et merci.